Au printemps 2006, une petite délégation de spécialistes russes de l'aviation atterrit aux vastes installations de Shenyang Aircraft Corporation dans le nord-est de la Chine. Ils étaient venus évaluer quelque chose qui allait fondamentalement remodeler l'avenir de la coopération sino-russe en matière de défense. Ce qu'ils découvrirent dans ces hangars chinois allait déclencher l'une des ruptures diplomatiques les plus significatives de l'histoire moderne de l'aviation militaire. Et je vais vous expliquer exactement ce qui s'est passé et pourquoi c'est si important aujourd'hui. Ce n'est pas simplement une histoire d'avion, c'est une histoire de confiance, d'espionnage technologique, de fierté nationale et de l'équilibre délicat des pouvoirs en Asie de l'Est qui continue de façonner la dynamique militaire mondiale en ce moment même. Avant de plonger dans cette histoire, si vous trouvez ce type d'analyse de l'aviation militaire utile, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne. Cela nous aide vraiment à continuer de vous apporter ces enquêtes détaillées sur l'histoire de l'aviation. Pour comprendre pourquoi les ingénieurs russes ont finalement refusé de monter dans le cockpit du chasseur chinois J-11B et de le ramener à Moscou, nous devons remonter bien plus loin que 2006. Nous devons comprendre non seulement l'avion lui-même, mais aussi le réseau complexe de nécessités géopolitiques, d'ambitions technologiques et de méfiance mutuelle qui a rapproché la Russie et la Chine. J'ai analysé des dizaines d'accords de coopération en matière de défense au fil des années, et peu ont été aussi lourds de conséquences ou aussi problématiques que le partenariat sino-russe qui a produit le J-11. L'histoire ne commence pas en 2006, mais 4 décennies plus tôt, au cœur de la guerre froide, lorsque les planificateurs militaires soviétiques réalisèrent qu'ils faisaient face à un problème critique. Les chasseurs américains de 4e génération, en particulier le F-15 Eagle et le F-16 Fighting Falcon, représentaient un bond technologique qui menaçait la supériorité aérienne soviétique. La flotte existante de l'armée de l'air soviétique, composée de MiG-21, MiG-23 et Su-15, était tout simplement surclassée. Quelque chose de révolutionnaire était nécessaire, et en 1969, le gouvernement soviétique émit une exigence pour un nouveau chasseur de supériorité aérienne, désigné PFI ou Perspektivny Frontovoy Istrebitel, ce qui se traduit par chasseur de ligne avancée. Le bureau d'études Sukhoi, dirigé par le brillant ingénieur Pavel Sukhoi jusqu'à sa mort en 1975, commença à travailler sur ce qui allait devenir le prototype T-10. Le développement initial fut extraordinairement difficile. Le premier prototype T-10 s'écrasa en 1978 lors des essais, tuant le pilote. Les deuxième et troisième prototypes révélèrent de graves instabilités aérodynamiques et des problèmes de contrôle. Les pilotes d'essais soviétiques rapportèrent que l'avion était difficile à manier et sujet à des vrilles incontrôlables. Ce n'était pas acceptable pour un avion censé affronter les chasseurs américains en combat aérien. Mikhail Simonov, qui avait pris la direction du bureau d'études, prit une décision cruciale. Plutôt que d'améliorer progressivement le T-10, il autorisa une refonte complète. Le résultat fut le T-10S, qui effectua son premier vol en avril 1981. Cet avion ne ressemblait que superficiellement au T-10 original. Le fuselage fut entièrement redessiné, avec une configuration distinctive de corps à ailes fusionnées. La surface alaire fut augmentée de près de 25%. Les stabilisateurs horizontaux furent déplacés des ailes vers l'arrière du fuselage. Plus important encore, les instabilités aérodynamiques furent éliminées grâce à une combinaison de surfaces de contrôle redessinées et d'un système révolutionnaire de commande de vol électrique analogique. J'ai passé des années à étudier les programmes aéronautiques de la guerre froide, et le Su-27 se distingue comme quelque chose de vraiment spécial. Son développement consomma d'énormes ressources durant les dernières années de l'Union soviétique, avec des estimations suggérant que le programme coûta entre 12 et 15 milliards de roubles en monnaie des années 80. La philosophie de conception derrière le flanker était radicalement différente de tout ce que les soviétiques avaient construit auparavant. Au lieu de se concentrer uniquement sur la vitesse et l'altitude comme le MiG-25 ou le MiG-31, ou de mettre l'accent sur la simplicité et le rapport coût-efficacité comme le MiG-21, le Su-27 privilégiait une combinaison équilibrée de maniabilité, d'autonomie, de capacité d'emport d'armes et de performance radar. Permettez-moi de vous expliquer ce qui rendait cet avion si révolutionnaire d'un point de vue technique.
La cellule du Su-27 était extraordinairement grande pour un avion de chasse, mesurant près de 22 mètres de longueur, avec une envergure de 14,7 mètres. Cette taille permettait une capacité massive de carburant interne de plus de 9000 kg, donnant à l'avion une autonomie de convoyage d'environ 3600 km. C'était crucial pour la stratégie de défense soviétique, qui avait besoin de chasseurs capables de patrouiller les distances énormes de l'espace aérien soviétique, de l'Arctique au Pacifique. Les deux turboréacteurs à post-combustion Saturn AL-31F, produisant chacun plus de 12 000 kg de poussée, donnaient au Su-27 un rapport poussée-surpoids dépassant 1 pour 1 en configuration de combat aérien. Cela signifiait que l'avion pouvait accélérer verticalement, maintenant des montées à des angles qui auraient fait décrocher la plupart des chasseurs occidentaux. Les moteurs étaient également positionnés inhabituellement loin l'un de l'autre, séparés par un grand espace qui abritait le train d'atterrissage principal et permettait l'emport d'armement. Cette large séparation des moteurs améliorait la résistance de l'avion aux dommages catastrophiques. Un impact de missile sur un moteur ne détruirait pas nécessairement l'autre. Le système d'armes était tout aussi impressionnant. Le Su-27 pouvait emporter jusqu'à 6 missiles R-27 à portée au-delà de la visibilité, ainsi que 4 missiles infrarouges à courte portée R-73, lui donnant un chargement de 10 missiles qui égalait ou dépassait celui de n'importe quel chasseur occidental. Le radar Doppler à impulsion cohérente N001 MEC pouvait suivre 10 cibles simultanément et en engager 2. La portée de détection maximale du radar contre des cibles de taille chasseur était d'environ 90 km, respectable, bien que n'égalant pas tout à fait le radar APG-63 du F-15. Ce qui distinguait vraiment le Su-27 était sa maniabilité. Les ingénieurs soviétiques avaient développé un concept qu'ils appelaient supermaniabilité, la capacité de maintenir le contrôle à des angles d'attaque où les chasseurs occidentaux décrocheraient. Le Su-27 pouvait exécuter la célèbre manœuvre du Cobra de Pougatchev, cabrant le nez de 90 degrés ou plus, tout en maintenant une trajectoire de vol relativement horizontale, puis revenant au vol en palier. Bien que l'utilité tactique de telles manœuvres fût débattue, elle démontrait une autorité de contrôle de vol et une capacité aérodynamique sans précédent. Le Su-27 entra en service dans les forces de défense aérienne soviétiques en 1985 et commença immédiatement à s'établir comme un avion de combat redoutable. Lorsque les agences de renseignement occidentales observèrent pour la première fois des Su-27 déployés sur des bases près des frontières soviétiques, il y eut une véritable inquiétude. Les pilotes de chasse de l'OTAN, qui s'entraînèrent plus tard contre d'anciens Su-27 soviétiques, exprimèrent universellement leur respect pour les capacités de l'avion, en particulier sa tenue aux hauts angles d'attaque et sa charge d'armement. Un pilote américain de F-15 à qui j'ai parlé il y a des années décrivit le combat contre le Su-27 comme affronter un adversaire à la fois plus grand et plus agile que prévu. Une combinaison qui exigeait le respect. Lorsque l'Union soviétique s'effondra en décembre 1991, la Russie hérita de ce chef-d'œuvre technologique, mais se retrouva dans une situation financière catastrophique. La crise économique était profonde, au-delà de ce que la plupart des Occidentaux comprenaient à l'époque. Les usines de défense russes qui avaient employé des dizaines de milliers de travailleurs fermaient. Des ingénieurs qualifiés quittaient l'industrie aéronautique pour conduire des taxis ou vendre des marchandises dans les marchés de rue parce que les entreprises de défense ne pouvaient pas payer les salaires pendant des mois. L'armée de l'air russe, qui avait prévu de recevoir des centaines de Su-27 tout au long des années 90, pouvait à peine se permettre le carburant pour faire voler les avions existants, et encore moins acheter de nouveaux appareils de production. Je me souviens avoir lu des rapports des usines aéronautiques russes pendant cette période. C'était déchirant. Des usines qui avaient produit certains des avions militaires les plus sophistiqués au monde manquaient littéralement d'électricité parce qu'elles ne pouvaient pas payer leurs factures d'énergie. Les pilotes d'essai étaient cloués au sol non pas à cause de la météo ou de problèmes de maintenance, mais parce qu'il n'y avait pas d'argent pour le carburant aviation. L'association de production aéronautique de Komsomolsk sur l'Amour, connue sous le nom de KNAPO, qui fabriquait le Su-27, n'avait des commandes que pour une poignée d'avions par an, alors qu'elle avait la capacité d'en produire des dizaines. Pendant ce temps, de l'autre côté de la frontière, la Chine observait la crise russe avec un mélange d'inquiétude et d'opportunisme. La relation entre la Chine et l'Union soviétique avait été hostile pendant des décennies.
La rupture sino-soviétique des années 60 avait transformé d'anciens alliés communistes en rivaux acharnés, les deux nations maintenant des forces militaires massives le long de leurs frontières communes. En 1969, les forces chinoises et soviétiques s'étaient effectivement affrontées lors d'incidents frontaliers le long du fleuve Ussuri, avec des victimes des deux côtés. Tout au long des années 70 et 80, la Chine avait considéré l'Union soviétique comme une menace potentiellement plus grande que les États-Unis. Mais l'effondrement de l'Union soviétique changea tout. La Russie n'était plus un rival idéologique ou une menace expansionniste. Au lieu de cela, c'était un État post-soviétique en difficulté, ayant désespérément besoin de revenus et n'étant plus en position de menacer la sécurité chinoise. Les dirigeants chinois, en particulier Deng Xiaoping et ses successeurs, virent une opportunité extraordinaire. Pendant des décennies, la Chine avait lutté pour développer une technologie militaire moderne de manière indépendante. Les tentatives chinoises de concevoir des chasseurs à réaction indigène avaient produit des avions qui avaient des générations de retard sur les conceptions occidentales et soviétiques. L'armée de l'air de l'Armée populaire de libération au début des années 90 était équipée presque entièrement d'avions basés sur des conceptions soviétiques des années 50 et 60. Des conceptions que la Chine avait soit achetées, soit rétro-conçues des décennies plus tôt. Le Shenyang J-6, basé sur le MiG-19, était un chasseur de jour de l'ère des années 50 qui manquait de radar et n'en portait que des armes primitives. Le Chengdu J-7, basé sur le MiG-21, était quelque peu plus capable, mais représentait toujours une technologie des années 60. Ces avions étaient désespérément surclassés par les chasseurs occidentaux modernes. Plus important encore, ils devenaient obsolètes par rapport aux avions exploités par Taïwan, qui avait commencé à recevoir des F-16 américains, et le Japon, qui exploitait des F-15 Eagle. Les dirigeants militaires chinois comprenaient que si un conflit éclatait au sujet de Taïwan, ou en mer de Chine méridionale, l'armée de l'air de l'APL serait massacrée par les chasseurs américains et taïwanais modernes. Ce n'était pas qu'une préoccupation théorique. La guerre du Golfe de 1991 avait démontré ce que la puissance aérienne occidentale moderne pouvait accomplir contre une armée équipée de technologies de l'ère soviétique. Les analystes militaires chinois regardèrent les forces irakiennes équipées d'avions soviétiques et de systèmes de défense aérienne similaires à ce que possédait la Chine, être systématiquement détruites par les F-15, F-16 et F/A-18 américains. Le message était clair. La Chine avait besoin de chasseurs modernes de toute urgence. Cela créa la tempête parfaite d'opportunités qui rapprocha la Russie et la Chine. Au début de 1992, les négociateurs chinois et russes entamèrent des discussions sur de potentielles ventes d'armes. Les Chinois étaient intéressés par de multiples systèmes, notamment des chars, des navires de guerre et des systèmes de défense aérienne, mais la priorité était les avions de chasse avancés. Les Russes, désespérés d'obtenir des devises fortes, étaient prêts à vendre des systèmes qu'ils n'auraient jamais envisagé d'exporter à l'époque soviétique. En novembre 1992, après des mois de négociations, la Russie et la Chine signèrent leur premier accord pour l'achat direct de chasseurs Su-27Sk. Le contrat initial couvrait 24 avions pour un coût rapporté d'environ 1 milliard de dollars, en faisant l'une des plus grandes ventes d'armes russes de l'ère post-soviétique. Le Su-27Sk était une variante d'exportation avec des systèmes légèrement dégradés par rapport aux avions exploités par l'armée de l'air russe. Les capacités radar étaient réduites. Certains systèmes de guerre électronique étaient omis ou simplifiés, et le package d'armement était plus limité. Néanmoins, il représentait un bond quantique pour l'armée de l'air chinoise. Je veux que vous compreniez ce que cela signifiait pour les pilotes chinois qui passèrent des J-7 au Su-27Sk. Le J-7 avait une vitesse maximale de Mach 1,8 en altitude, mais ne pouvait pas effectuer de super croisières. Son radar, si les variantes ultérieures en avaient même un, pouvait à peine détecter des cibles au-delà de 30 km. La charge d'armement était limitée à peut-être 2000 kg répartis sur 5 points d'emport. Le rayon de combat était peut-être de 700 km avec des réservoirs de carburant externes. Le Su-27Sk, en comparaison, pouvait atteindre Mach 2,35. Son radar pouvait détecter et suivre des cibles au-delà de 80 km. Il pouvait emporter jusqu'à 6000 kg d'armement sur 12 points d'emport. Le rayon de combat dépassait 1500 km avec le carburant interne seul. La différence n'était pas incrémentale,
elle était révolutionnaire. Les pilotes chinois formés sur le Su-27SK le décrivirent comme passer de la conduite d'un vieux camion au pilotage d'une voiture de course sophistiquée avec une électronique avancée. Le premier lot de Su-27SK arriva en Chine en 1992 et les pilotes chinois commencèrent un entraînement intensif avec des instructeurs russes. La courbe d'apprentissage était raide. Le système de commande de vol électrique du Su-27, sa tenue aux hauts angles d'attaque et ses systèmes d'armes complexes nécessitaient des approches de formation entièrement nouvelles. Mais les pilotes chinois se révélèrent adaptables et enthousiastes. En 1996, l'armée de l'air de l'APL avait pleinement intégré ces avions dans des unités opérationnelles et leur capacité de combat avait été transformée. Mais les ambitions de la Chine s'étendaient bien au-delà du simple achat d'avions russes sortant de la chaîne de production. L'industrie de défense chinoise avait développé une stratégie cohérente à long terme sur des décennies. Acquérir la technologie étrangère, l'étudier intensivement, rétro-concevoir les composants clés, modifier les conceptions pour les exigences chinoises et finalement produire des versions indigènes qui éliminaient la dépendance envers les fournisseurs étrangers. Cette approche avait fonctionné avec des conceptions soviétiques antérieures comme le MiG-19 et le MiG-21 que la Chine avait transformées en familles J6 et J7. Les stratèges chinois ne voyaient aucune raison pour que la même approche ne fonctionne pas avec le Su-27, bien que la complexité technologique serait bien plus grande. En 1995, après l'intégration réussie du premier lot de Su-27SK, les officiels chinois approchèrent la Russie avec une proposition plus ambitieuse. Au lieu de continuer à acheter des avions complets sur les chaînes de production russes, la Chine voulait obtenir une licence pour le package technologique complet et établir une production nationale. Cela inclurait non seulement l'assemblage de composants fournis par la Russie, mais une indigénisation progressivement croissante des pièces et systèmes jusqu'à ce que la Chine puisse produire l'avion entièrement à partir de sources nationales. Les négociations qui suivirent furent complexes et parfois contentieuses. Les officiels russes comprenaient parfaitement bien ce que la Chine avait l'intention de faire. Ils avaient vu la Chine rétro-concevoir des conceptions soviétiques précédentes. Ils savaient que l'octroi d'une licence de production du Su-27 mènerait finalement à une concurrence chinoise sur les marchés d'exportation. Cependant, les pressions financières étaient écrasantes. La Russie avait besoin des revenus qu'un accord de licence majeur générerait. L'industrie de défense russe avait besoin de travail pour maintenir les usines et les bureaux d'études en fonctionnement. Et il y avait aussi un calcul géopolitique. Des liens de défense plus étroits avec la Chine pourraient contrebalancer l'expansion de l'OTAN et la puissance américaine en Asie. En décembre 1996, après plus d'un an de négociations, la Russie et la Chine signèrent un accord de licence qui allait façonner les industries aéronautiques des deux nations pendant des décennies. Le contrat autorisait Shenyang Aircraft Corporation à assembler 200 avions Su-27SK sous licence. Ces avions assemblés en Chine seraient désignés J-11A. L'accord aurait représenté environ 2,5 milliards de dollars en faisant l'un des plus grands transferts de technologie de défense de l'ère post-guerre froide. Les termes spécifiques du contrat ne furent jamais entièrement publiés, mais sur la base de multiples sources et d'entretiens avec des personnes familières avec les négociations, je peux esquisser le cadre général. La Russie fournirait les assemblages majeurs incluant les cellules, les moteurs, les packages avioniques et les systèmes d'armes pour la totalité des 200 avions. Les ingénieurs russes fourniraient la documentation technique, la formation pour les ouvriers de production chinois et l'assistance pour établir les installations de production. La Chine serait responsable de l'assemblage final, des essais et de la livraison à l'APL. Le paiement serait structuré sur la durée du programme avec des paiements initiaux pour le transfert de technologie, suivis de paiements par avion à mesure que les appareils seraient achevés. De manière cruciale, l'accord stipulait explicitement que les 200 avions seraient construits en utilisant des composants fournis par la Russie, avec un contenu chinois limité, autorisé uniquement pour des éléments non critiques comme les faisceaux de câblage et certains composants structurels. Le contrat spécifiait également que la Chine ne modifierait pas la conception de base sans l'approbation russe et n'exporterait pas l'avion ni n'utiliserait la technologie pour développer des conceptions concurrentes. Ces dispositions étaient absolument claires, bien que leurs mécanismes d'application fussent vagues.
Il n'y avait pas de disposition pour un audit indépendant de la production chinoise, pas de pénalités automatiques pour les violations et pas de processus d'arbitrage autre que des discussions bilatérales. Le programme de production commença avec un optimisme considérable des deux côtés. Shenyang Aircraft Corporation investit massivement dans de nouvelles installations, notamment des halls de production agrandis, un outillage moderne et des équipements d'essai. Des spécialistes russes arrivèrent pour former les ouvriers chinois aux procédures d'assemblage, aux normes de contrôle qualité et aux protocoles d'essai. Le premier avion J-11A, assemblé principalement à partir de composants russes, sortit d'usine en 1998. Il se comporta bien lors des essais et les livraisons aux unités de l'armée de l'air de l'APL commencèrent plus tard cette année-là. Pendant les premières années, le programme semblait fonctionner comme prévu. Shenyang achevait et livrait des J-11A à un rythme régulier, commandant des composants aux fournisseurs russes selon le calendrier convenu. Les pilotes chinois étaient satisfaits des performances de l'avion, qui étaient essentiellement identiques à celles du Su-27SK. Les usines russes recevaient des commandes et des paiements réguliers, fournissant des revenus cruciaux pendant les difficultés économiques continues de la Russie à la fin des années 90. Cependant, vers 2000 ou 2001, des schémas commencèrent à émerger qui inquiétèrent les responsables de l'industrie de défense russe. Le rythme des commandes de composants en provenance de Chine ralentissait. Shenyang avait assemblé environ 95 J-11A en 2003, ce qui signifiait qu'ils auraient dû commander des composants pour les 100 avions suivants afin de maintenir la continuité de la production. Au lieu de cela, les commandes de composants chutèrent significativement. Les fournisseurs russes, qui s'attendaient à un travail régulier jusqu'en 2010 ou au-delà, virent leurs commandes chinoises diminuer. Ce qui se passa ensuite dépend fortement de quel côté de la frontière vous posez la question. Mais les preuves objectives dressent un tableau assez clair. Selon les évaluations du renseignement russe et les sources de l'industrie de défense, la Chine commença à violer systématiquement l'accord de licence, presque dès qu'elle eut accumulé suffisamment de connaissances techniques. Au lieu de commander des composants pour les 200 avions comme convenu par contrat, les achats chinois ralentirent dramatiquement, après que seulement 95 avions eurent été assemblés. En 2004, il devint indéniablement clair que Shenyang Aircraft Corporation avait complètement cessé de commander des composants russes. Pourtant, la production dans l'installation ne s'était pas arrêtée. Les agences de renseignement russes rapportèrent quelque chose de bien plus préoccupant qu'une simple violation de contrat. La Chine n'avait pas simplement arrêté la production. Elle avait créé un programme parallèle entier pour rétro-concevoir presque tous les composants majeurs du Su-27SK. L'imagerie satellite, analysée par le renseignement militaire russe, montra une expansion significative des installations à Shenyang et sur plusieurs sites de sous-traitants dans tout le nord-est de la Chine. De nouveaux bâtiments qui semblaient être spécialisés pour la production de matériaux composites, les essais de moteurs et la fabrication d'avionique furent identifiés. La collecte de renseignements électroniques détecta des vols d'essais de dérivés du Su-27 avec des caractéristiques de système qui ne correspondaient à aucun équipement fourni par la Russie. L'effort de rétro-ingénierie que la Chine entreprit était extraordinairement ambitieux, peut-être le programme le plus complet de ce type tenté depuis la rétro-ingénierie du bombardier Boeing B-29 par l'Union soviétique dans les années 40. Pour comprendre l'ampleur de cette réalisation, vous devez apprécier la complexité d'un avion de chasse moderne. Le Su-27 n'était pas une machine simple qu'on pouvait démonter et copier avec des outils de base. Il représentait le savoir accumulé de décennies de recherche aérospatiale soviétique, incorporant des milliers de composants spécialisés, des matériaux avancés, des processus de fabrication complexes et des systèmes intégrés qui devaient tous fonctionner ensemble parfaitement. Prenons le turboréacteur AL-31F. Ce groupe motopropulseur représentait l'une des réalisations aérospatiales les plus significatives de l'Union soviétique. Une machine complexe avec des milliers de pièces de précision fonctionnant dans des conditions extrêmes. Les aubes de turbines haute pression, par exemple, devaient résister à des températures dépassant 1400 degrés Celsius tout en tournant à des vitesses énormes. Elles étaient fabriquées à partir de superalliages spécialisés à base de nickel, utilisant des procédés de coulée sophistiqués, puis recouvertes de revêtements de barrières thermiques, impliquant des formulations et des techniques d'application propriétaires. Simplement copier la forme d'une aube de turbine ne suffisait pas. Il fallait reproduire la métallurgie, le processus de fabrication,
les revêtements et les procédures de contrôle qualité. Les ingénieurs chinois de la Shenyang Liming Aircraft Engine Company, qui avaient été désignés pour développer une version indigène de l'AL-31F, désignée WES-10, faisaient face à d'énormes défis. Ils avaient de vrais moteurs AL-31F à étudier, les ayant reçus avec les avions sous licence. Ils pouvaient démonter ces moteurs, mesurer chaque composant, analyser les matériaux par spectroscopie et autres techniques, et tenter de recréer les processus de fabrication. Mais il y a une vaste différence entre comprendre ce qu'est quelque chose et savoir comment le fabriquer. Le programme chinois WS-10, qui commença à la fin des années 1980 mais s'accéléra dramatiquement au début des années 2000, rencontra de nombreux revers. Les premiers prototypes de moteurs souffraient de problèmes de pompage du compresseur, de poussée insuffisante, de consommation de carburant excessive et de problèmes de fiabilité. Les bancs d'essai à Liming faisaient tourner des moteurs pendant des centaines d'heures pour tenter d'identifier et de corriger les problèmes. Le processus de développement aurait consommé des années de plus que prévu initialement et coûté bien plus que le budget alloué. Mais les ingénieurs chinois persistèrent, abordant méthodiquement chaque problème par des tests itératifs et des perfectionnements. De même, le système de commande de vol présentait d'énormes défis. Le système de commande de vol électrique analogique du Su-27 était sophistiqué pour son époque, utilisant de multiples canaux redondants et des lois de commande complexes qui modulaient les mouvements des surfaces de contrôle en fonction de la vitesse, de l'altitude, de l'angle d'attaque et de dizaines d'autres paramètres. Le système devait empêcher le pilote de soumettre la cellule à des contraintes excessives ou d'entrer dans des conditions de vol irrécupérables, tout en permettant l'utilisation complète des capacités aérodynamiques de l'avion. Cela nécessitait une compréhension profonde non seulement du matériel, mais des principes aérodynamiques sous-jacents et de la théorie du contrôle. Les ingénieurs chinois devaient rétro-concevoir non seulement les boîtes noires contenant les calculateurs de vol, mais aussi les algorithmes logiciels qui s'y exécutaient. C'était extraordinairement difficile car le code soviétique original n'était documenté d'aucune manière accessible. Les programmeurs chinois devaient analyser le comportement des systèmes dans d'innombrables conditions de vol, déduisant les lois de commande à partir des réponses observées. Ils devaient ensuite écrire leur propre code qui produirait des résultats similaires, le tester extensivement et le modifier en fonction des résultats des essais en vol. Le processus prit des années et nécessita des centaines de vols d'essais. La suite avionique présentait des défis similaires à travers les systèmes radars, de navigation, de communication, de guerre électronique et d'intégration d'armement. Chaque sous-système impliquait des technologies spécialisées, des techniques propriétaires et des exigences d'intégration complexes. Le radar N001 MIEC, par exemple, utilisait une conception d'antenne casse-grain avec des caractéristiques RF spécifiques qui devaient être reproduites précisément. Le matériel et le logiciel de traitement de signal devaient être recréés pour fournir des portées de détection et des capacités de poursuite similaires. Au-delà de ces systèmes majeurs, il y avait des milliers de composants et sous-systèmes plus petits qui nécessitaient tous une attention particulière. Actionneurs hydrauliques, pompes à carburant, générateurs électriques, systèmes de conditionnement d'air, mécanismes de train d'atterrissage, affichage de cockpit, sièges éjectables, pylônes d'armement. Chaque élément devait être soit rétro-conçu, soit approvisionné auprès de fournisseurs chinois capables de respecter les spécifications. Toute la chaîne d'approvisionnement devait être créée ou adaptée avec des procédures de contrôle qualité établies pour garantir que les composants respectaient les normes. Cet effort de rétro-ingénierie représentait un engagement national énorme en ressources. Des milliers d'ingénieurs et de techniciens travaillaient sur divers aspects du programme. Des installations d'essais spécialisées furent construites ou agrandies. Des universités et des instituts de recherche contribuèrent leur expertise en sciences des matériaux, aérodynamique, propulsion, électronique et de nombreuses autres disciplines. Le gouvernement chinois investit des milliards de yuan sur de nombreuses années, traitant le programme comme une priorité stratégique essentielle à la défense nationale et au développement industriel. En 2004, les ingénieurs chinois avaient obtenu suffisamment de succès pour que Shenyang commence à produire ce qu'ils désignèrent le J-11B. Cet avion, bien qu'extérieurement similaire au Su-27SK et au J-11A,
incorporait des moteurs, de l'avionique, des commandes de vol et de nombreux autres systèmes de fabrication chinoise. Les Chinois étaient fiers de cet accomplissement, le voyant comme la preuve que la Chine pouvait maîtriser la technologie aérospatiale avancée et se libérer de la dépendance envers les fournisseurs étrangers. Les officiels russes, cependant, le voyaient comme un vol en gros de propriété intellectuelle et une violation flagrante de l'accord de licence. La perspective chinoise différait significativement. Les officiels chinois arguaient que la technologie du Su-27 SK devenait obsolète et que la Russie n'avait pas fourni les mises à niveau et le support technique promis. Ils affirmaient que l'accord de licence leur donnait le droit de modifier et d'améliorer la conception de base pour leurs propres besoins. Ce désaccord fondamental sur la portée du contrat et les droits de la Chine allait empoisonner la relation pendant des années. En 2006, la situation avait atteint un point critique. Le renseignement russe avait compilé des preuves extensives des efforts chinois de rétro-ingénierie. L'imagerie satellite montrait des installations de production agrandies à Shenyang. Le renseignement électronique suggérait que les variantes chinoises du J-11 volaient avec des systèmes qui n'avaient jamais été livrés par la Russie. Le renseignement commercial indiquait que la Chine commercialisait des dérivés de la technologie du Su-27 à des clients potentiels à l'exportation. L'industrie de défense russe, menée par des entreprises comme Sukhoi et l'agence d'exportation d'armes d'État Rosoboron Export, était furieuse. Non seulement la Chine avait apparemment violé un accord de licence majeur valant des milliards de dollars, mais elle était maintenant potentiellement en concurrence avec les ventes russes à l'exportation en utilisant de la technologie russe volée. C'est alors que le gouvernement russe décida d'envoyer la délégation technique en Chine. L'objectif officiel était décrit comme une consultation technique sur le programme de production sous licence et une discussion sur une potentielle coopération future. Le véritable objectif, comme tous les participants le comprenaient, était investigatif. Le gouvernement russe voulait documenter l'étendue des violations chinoises et déterminer si la relation de coopération pouvait être sauvée ou devait être terminée. La délégation qui arriva à Shenyang au printemps 2006 n'était pas composée de techniciens subalternes ou de bureaucrates de niveau intermédiaire. C'étaient certains des spécialistes du Su-27 les plus expérimentés disponibles en Russie. L'équipe comprenait des ingénieurs seniors du bureau d'études Sukhoi qui avaient travaillé sur les programmes de développement originaux du T-10 et du Su-27. Il y avait des spécialistes de la production de l'usine Knapo à Komsomolsk sur l'Amour qui fabriquaient les variantes russes du Su-27. Des hommes qui connaissaient chaque détail de la façon dont l'avion était censé être construit. Des représentants de Saturn, le fabricant de moteurs, étaient inclus pour évaluer les systèmes de propulsion. Des officiels de Rosoboron Export étaient présents pour évaluer les aspects commerciaux et diplomatiques. Plusieurs pilotes d'essai avec des milliers d'heures sur des variantes du Su-27 accompagnaient le groupe. Ce n'étaient pas des gens qui pouvaient être facilement trompés par des similitudes superficielles ou convaincus par des présentations marketing. Ils avaient passé leur carrière à travailler avec des Su-27. Ils savaient quel son l'avion était censé produire au démarrage du moteur, comment les systèmes hydrauliques devaient répondre pendant les vérifications des commandes, ce que le système de commande de vol devait donner comme sensation pendant le roulage, quelle lecture d'instruments était normale et lesquels indiquaient des problèmes. Ils pouvaient identifier des problèmes de qualité de fabrication en passant leurs mains le long des interstices entre panneaux. Ils pouvaient entendre des problèmes potentiels de moteur que du personnel moins expérimenté manquerait. Ce qu'ils trouvèrent à Shenyang choqua même ces spécialistes expérimentés. Selon de multiples sources familières avec l'inspection, les Chinois n'assemblaient plus simplement des composants russes. Ils avaient créé une infrastructure de production parallèle entière qui reproduisait presque tous les aspects de la fabrication du Su-27. Les ingénieurs chinois montrèrent fièrement à la délégation russe leurs réalisations. Des sections de cellules produites domestiquement, des baies avioniques de fabrication chinoise, des calculateurs de vol indigènes et des moteurs WS-10 que la Chine affirmait être supérieurs à l'AL-31F russe. Les ingénieurs russes demandèrent à examiner plusieurs avions J-11B en détail. Ils voulaient inspecter les structures internes, examiner la documentation de fabrication, étudier les spécifications des matériaux et conduire des essais en vol. Les Chinois, confiants dans leurs accomplissements,
acceptèrent ces examens. Ils croyaient avoir réussi à reproduire les capacités du Su-27 et même améliorer les conceptions russes dans certains domaines. Ils voulaient démontrer leur prouesse technique. L'équipe russe passa environ 2 semaines à conduire des inspections détaillées. Ils examinèrent les structures de cellules, vérifiant la qualité des joints, les installations de fixation, les procédures de drapage des composites et les applications de revêtement. Ils passèrent en revue les spécifications des moteurs, examinant les aubes de turbines au microscope, vérifiant les tolérances avec des instruments de mesure de précision et examinant les données d'essai. Ils étudièrent les installations avioniques, testant les réponses logicielles, évaluant la qualité des affichages et vérifiant l'intégration des systèmes. Ils interrogèrent les ingénieurs et les ouvriers de production chinois, posant des questions détaillées sur les processus de fabrication, les procédures de contrôle qualité et les protocoles d'essai. Ce qu'ils découvrirent pendant ces examens souleva de sérieuses préoccupations concernant le contrôle qualité et les normes de fabrication qui allaient au-delà de simples différences d'approche. Selon de multiples sources familières avec les résultats de l'inspection, bien que les détails exacts restent classifiés, l'équipe russe identifia de nombreuses déviations par rapport aux spécifications originales du Su-27SK. Certaines de ces déviations représentaient des tentatives d'amélioration qui pouvaient ou non être efficaces. D'autres semblaient être des mesures de réduction des coûts qui compromettaient potentiellement les performances ou la longévité. Certaines semblaient résulter d'une compréhension incomplète des principes d'ingénierie de la conception originale et des raisons pour lesquelles certaines spécifications existaient. Je veux être très précis sur ce que les ingénieurs russes auraient trouvé, car cela va au cœur de la raison pour laquelle ils refusèrent finalement de ramener l'avion à Moscou en le pilotant. Les matériaux composites utilisés dans certains composants structurels ne correspondaient pas aux spécifications des matériaux russes originaux. Ce n'était pas nécessairement catastrophique, mais cela soulevait des questions sur l'intégrité structurelle à long terme. Le logiciel de commande de vol avait été modifié, mais les ingénieurs russes ne pouvaient pas vérifier si les modifications prenaient correctement en compte tous les comportements aérodynamiques complexes que les ingénieurs soviétiques originaux avaient passé des années à tester et à affiner. Le plus préoccupant étaient les moteurs. Le moteur WS-10 produit par les Chinois était censé être comparable à l'AL-31F russe, mais les spécialistes russes trouvèrent des différences significatives dans la qualité de fabrication. Les tolérances des aubes de turbine n'étaient pas aussi précises, les revêtements résistants à la chaleur semblaient plus minces et moins uniformes. Les ingénieurs russes calculèrent que ces moteurs auraient probablement des durées de vie significativement plus courtes et des performances potentiellement moins fiables dans des conditions extrêmes. Il y a un point technique crucial ici qui nécessite une explication. Les avions de chasse modernes opèrent à la limite absolue de ce qui est physiquement possible. Les marges entre performance optimale et défaillance catastrophique sont incroyablement minces. Chaque composant doit être fabriqué selon des spécifications exigeantes, car même de petites déviations peuvent se transformer en cascade en problèmes majeurs. Quand vous tirez des virages à 9G à des vitesses supersoniques avec des dizaines de tonnes de poussée vous propulsant à travers les airs, votre vie dépend de chaque rivet, chaque soudure, chaque sous-routine logicielle étant exactement correcte. La délégation russe passa 2 semaines en Chine à examiner des avions, à inspecter des installations de production et à discuter de la situation avec leurs homologues chinois. Les ingénieurs chinois étaient fiers de ce qu'ils avaient accompli. De leur perspective, ils avaient réussi à indigéniser une technologie avancée et fait des améliorations dans plusieurs domaines. Ils soulignèrent que leur avionique était plus moderne que les systèmes russes originaux, qu'ils avaient réduit le poids dans certaines zones structurelles et que la production domestique signifiait qu'ils n'étaient pas dépendants des chaînes d'approvisionnement russes. Mais quand vint le moment de retourner à Moscou, la délégation russe prit une décision extraordinaire. Ils étaient arrivés en Chine à bord d'un vol commercial standard. Le plan avait été que certains membres de l'équipe rentrent en Russie à bord d'un des avions J-11B, démontrant leur confiance dans la production chinoise, et maintenant la fiction que l'accord de licence fonctionnait encore normalement. Au lieu de cela, toute la délégation embarqua sur un vol commercial pour rentrer. Le refus de piloter le J-11B ne fut pas formellement annoncé ou expliqué. Il n'y eut pas de confrontation dramatique ou de déclaration publique. Les ingénieurs russes déclinèrent simplement,
citant des problèmes de planning et d'autres engagements techniques. Mais au sein de l'industrie aéronautique, le message était sans équivoque. Des spécialistes russes avaient examiné le Su-27 rétro conçu par la Chine et conclu qu'ils n'étaient pas assez sûrs pour lui confier leur vie. Cette décision eut des conséquences immédiates. En quelques mois, la Russie suspendit officiellement toute coopération technologique en aviation militaire avec la Chine. L'accord de production sous licence fut déclaré violé et résilié. La Russie retira le support technique pour les avions que la Chine avait déjà reçus. Plus significativement, la Russie refusa de vendre à la Chine tout système plus avancé. Le Su-33, chasseur embarqué que la Chine voulait pour ses nouveaux porte-avions, demande refusée. Le Su-35 avec ses moteurs plus puissants et son avionique avancée, non disponible. Les missiles RR avancés, plus à l'exportation vers la Chine. La relation entre les industries de défense russes et chinoises, qui avait semblé si prometteuse dans les années 1990, se gela essentiellement. Ce gel dura près d'une décennie. Pendant ces années, la Chine redoubla d'efforts sur le développement indigène, accélérant les programmes pour concevoir et construire des avions sans assistance russe. La Russie se tourna vers d'autres marchés d'exportation, particulièrement l'Inde et les nations d'Asie du Sud-Est, pour remplacer les revenus chinois perdus. Permettez-moi d'analyser ce que cet incident révèle sur les industries aérospatiales des deux pays et leur pensée stratégique plus large. La position russe était essentiellement que la Chine avait commis de l'espionnage industriel à grande échelle, violant les termes du contrat et volant de la propriété intellectuelle qui avait coûté à l'Union soviétique et à la Russie des milliards de dollars et des décennies de recherche à développer. Du point de vue de Moscou, il ne s'agissait pas seulement d'un programme d'avion. Il s'agissait de savoir si on pouvait faire confiance à la Chine comme partenaire dans tout transfert de technologies sensibles. La position chinoise, bien que moins publiquement articulée, reposait sur plusieurs arguments. Premièrement, ils soutenaient que l'accord de transfert de technologie leur donnait certains droits de modifier et d'améliorer la conception de base. Deuxièmement, ils arguaient que la qualité de production et le support russe avaient été inadéquats, les forçant à développer des alternatives domestiques. Troisièmement, et peut-être le plus important, ils affirmaient un impératif de sécurité nationale de développer des capacités de production indépendantes plutôt que de rester dépendants de fournisseurs étrangers. Les deux positions ont du mérite, ce qui rend ce cas si complexe. Les accords internationaux de transfert de technologie dans le secteur de la défense occupent une zone grise entre les contrats commerciaux normaux et la politique de sécurité nationale. Contrairement à la technologie civile, les systèmes militaires impliquent des questions de souveraineté, d'autonomie stratégique et d'équilibre des pouvoirs entre nations. Quand la Russie vendit à la Chine le droit de produire des Su-27 domestiquement, elle transférait intrinsèquement des connaissances qui pouvaient permettre un développement indépendant futur. Où exactement cette ligne devrait être tracée entre transfert de technologie légitime et rétro-ingénierie illégitime reste disputé. Ce qui est particulièrement intéressant quand je compare ce cas à d'autres programmes internationaux d'avions militaires est à quel point ces partenariats fonctionnent rarement comme prévu. Considérez le programme F-35 Joint Strike Fighter, où les États-Unis maintinrent un contrôle strict sur le transfert de technologie, même envers des alliés proches. Ou regardez les programmes collaboratifs européens, comme l'Eurofighter Typhoon, qui nécessitèrent des accords élaborés de partage du travail pour gérer la propriété intellectuelle entre partenaires, qui se faisaient fondamentalement confiance. L'accord de licence du Su-27 entre la Russie et la Chine manquait des cadres institutionnels et de la confiance mutuelle nécessaires pour que de tels partenariats réussissent. La Russie avait besoin d'argent mais craignait la rétro-ingénierie chinoise. La Chine voulait la technologie mais ressentait de l'amertume face à la dépendance envers les chaînes d'approvisionnement russes. Aucun des deux côtés ne faisait pleinement confiance aux intentions de l'autre et aucun n'avait les mécanismes légaux ou politiques pour faire respecter son interprétation de l'accord. D'un point de vue purement technique, les préoccupations des ingénieurs russes concernant le J-11B semblent avoir été quelque peu validées par les événements ultérieurs. Tout au long de la fin des années 2000 et du début des années 2010, l'armée de l'air chinoise connut plusieurs accidents graves impliquant des variantes du J-11. Bien que les taux d'accidents pour toute flotte de chasseurs soient difficiles à comparer directement, en raison de conditions d'exploitation différentes et de transparence variable dans les rapports,
De multiples analystes de l'aviation notèrent que les J-11 semblaient avoir plus d'incidents liés au moteur que leurs homologues Su-27SK opérés par les Russes. La réponse de la Chine à ces défis fut caractéristiquement déterminée. Plutôt que de réduire leur programme de chasseurs indigènes, ils les accélérèrent. Le J-11B évolua vers le J-11D avec des systèmes plus avancés. Le J-15, chasseur embarqué, un autre dérivé du Su-27, entra en service malgré le refus russe d'assister avec la technologie d'aviation embarquée. La variante multirôle J-16 incorpora des systèmes chinois encore plus avancés. Chaque génération montra des améliorations dans la qualité de fabrication, l'intégration des systèmes et les capacités globales. Au milieu des années 2010, quelque chose de remarquable s'était produit. La Chine avait réussi à établir une chaîne de production entièrement indigène pour des avions de chasse avancés. Les moteurs WS-10, que les ingénieurs russes avaient critiqués en 2006, avaient mûri pour devenir des groupes motopropulseurs fiables grâce au développement itératif et à des investissements massifs. L'avionique chinoise avait progressé pour rivaliser avec ou dépasser les systèmes russes dans certains domaines, particulièrement dans la technologie radar à antenne à balayage électronique actif. Le chasseur de 5e génération J-20, qui entra en service en 2017, représentait des capacités que la Russie elle-même peinait à égaler. Ce succès est venu à un coût énorme, tant financier qu'en termes de relations internationales. Le budget de défense de la Chine avait cru de manière exponentielle, lui permettant de soutenir des programmes de développement qui auraient mis en faillite des nations plus petites. La rupture diplomatique avec la Russie, bien qu'éventuellement partiellement guérie, a fondamentalement changé la façon dont les deux nations abordaient la coopération en matière de défense. La Russie est devenue bien plus prudente concernant les transferts de technologies, même envers ses partenaires traditionnels. La Chine est devenue plus engagée dans l'autosuffisance technologique, même lorsque des alternatives étrangères auraient pu être moins chères ou plus facilement disponibles. L'ironie est qu'en 2015, la Russie et la Chine négociaient à nouveau. Cette fois, la Russie a accepté de vendre à la Chine le Su-35, l'une des variantes de flanker les plus avancées jamais produites. Pourquoi la Russie vendrait-elle des avions avancés à un pays qui avait fait de la rétro-ingénierie sur leur conception précédente ? Le paysage géopolitique avait changé. Les sanctions occidentales concernant l'Ukraine avaient laissé la Russie plus isolée et plus dépendante du partenariat économique chinois. La Chine, malgré ses capacités indigènes, valorisait toujours l'accès aux moteurs russes et à certaines technologies spécialisées. Les deux nations faisaient face à un concurrent stratégique commun aux États-Unis et trouvaient une valeur renouvelée dans la coopération, bien qu'avec des protections et restrictions bien plus explicites qu'auparavant. Je trouve fascinant comment cet incident de 2006 a essentiellement accéléré l'indépendance technologique chinoise, tout en endommageant simultanément le partenariat même qui avait permis les progrès initiaux de la Chine. C'est une étude de cas sur la façon dont le transfert de technologie dans le secteur de la défense implique des dynamiques fondamentalement différentes de l'industrie civile. Quand vous vendez à quelqu'un un avion de passagers, vous voulez qu'il l'exploite avec succès et peut-être en achète davantage. Quand vous vendez à quelqu'un un avion de chasse, vous êtes toujours conscient que vous pourriez un jour faire face à cette technologie au combat ou que votre client pourrait l'utiliser pour concurrencer vos autres ventes à l'exportation. Les ingénieurs russes qui ont refusé de ramener ce J-11B à Moscou ont pris une décision basée sur une évaluation technique, mais elle avait des implications stratégiques bien au-delà de leur sécurité individuelle. Leur refus a publiquement signalé que les spécialistes russes ne faisaient pas confiance à la qualité de fabrication chinoise avec leur vie. Ce message a résonné dans toute l'industrie mondiale de la défense. Les pays envisageant des avions militaires chinois devaient se demander si les ingénieurs russes qui connaissaient la conception originale ne voulaient pas piloter la copie chinoise. Quelqu'un d'autre le devrait-il ? Ces dommages à la réputation ont probablement retardé les exportations de défense chinoises de plusieurs années. À la fin des années 2000, quand la Chine essayait de commercialiser le chasseur J-10 et d'autres conceptions indigènes aux nations en développement, les clients potentiels citaient fréquemment des préoccupations de qualité, basées en partie sur la controverse du J-11. Les fabricants chinois ont répondu en améliorant dramatiquement le contrôle qualité,
en augmentant la transparence sur les processus de fabrication et en offrant des garanties et des forfaits de support étendus. Dans les années 2010, les avions militaires chinois remportaient des commandes à l'exportation au Pakistan, au Bangladesh et dans plusieurs nations africaines. Mais l'ombre de ces questions de qualité antérieure persistait. Quelles leçons pouvons-nous tirer de cet épisode complexe ? Premièrement, la protection de la propriété intellectuelle et la technologie de défense nécessitent plus que des contrats et des accords. Elles nécessitent une confiance mutuelle, des mécanismes de surveillance transparents et des intérêts stratégiques alignés. La Russie et la Chine n'avaient rien de tout cela en mesure adéquate. Deuxièmement, la rétro-ingénierie n'est pas simplement copiée. Elle nécessite une compréhension profonde des principes d'ingénierie, des tests extensifs et souvent des années d'amélioration itérative. La Chine a finalement réussi à créer des variantes indigènes du Su-27, mais cela a pris bien plus longtemps et coûté bien plus que simplement acheter des avions russes ne l'aurait fait. Troisièmement, les dépendances technologiques en matière de défense créent des vulnérabilités stratégiques que les nations paieront presque n'importe quel prix pour échapper. La détermination de la Chine à atteindre l'indépendance vis-à-vis des fournisseurs russes, même quand cette indépendance était plus coûteuse et difficile que des importations continues, reflète à quel point les nations prennent au sérieux l'autonomie industrielle de défense. La volonté de la Russie de couper un client majeur pour protéger la propriété intellectuelle et maintenir l'avantage technologique montre des priorités similaires. En regardant cet incident depuis la perspective de 2024, les conséquences apparaissent mitigées pour les deux côtés. La Chine a atteint son objectif de capacité de production de chasseurs indigènes, mais a endommagé sa réputation de respect de la propriété intellectuelle et retardé ses ambitions d'exportation de défense. La Russie a protégé sa propriété intellectuelle, mais a perdu un client massif et a poussé la Chine à devenir un concurrent plutôt qu'un partenaire dépendant. La famille du Su-27 reste en production dans les deux pays, les variantes russes et chinoises divergeant maintenant significativement en capacité et système. L'impact le plus profond pourrait être sur la façon dont les deux nations abordent la coopération internationale en matière de défense aujourd'hui. La Russie insiste maintenant sur des termes de transfert de technologie bien plus restrictifs, refusant souvent de licencier la production du tout et offrant à la place uniquement des ventes directes. La Chine a appris à être plus prudente dans ses propres transferts de technologie, ayant expérimenté une rétro-ingénierie similaire de conception chinoise par des pays comme le Pakistan et l'Iran. Les deux nations ont appris des leçons extensives sur les complexités de la gestion des partenariats de technologie militaire. Pour les étudiants de l'histoire de l'aviation et de la technologie militaire, cet incident offre des aperçus cruciaux sur la façon dont la géopolitique, l'économie et l'ingénierie interagissent dans le secteur de la défense. Le Su-27 a été conçu dans les années 70 pour contrer la supériorité aérienne américaine. 40 ans plus tard, des copies chinoises rétro-ingénierées de cette conception volent aux côtés de chasseurs chinois indigènes de 5e génération, tandis que la Russie peine à déployer des nombres comparables de ses propres avions de prochaine génération. L'avion qui était censé cimenter la domination technologique soviétique est devenu à la place le fondement de l'émergence de la Chine comme puissance aérospatiale majeure. Quand je pense à ces ingénieurs russes à Shenyang en 2006, j'imagine les conversations difficiles qu'ils ont dû avoir. Ils regardaient un avion basé sur une conception que leurs collègues avaient créée, voyant des formes et des systèmes familiers, mais voyant aussi des déviations et des modifications qui soulevaient des questions auxquelles ils ne pouvaient pas répondre avec confiance. La décision de ne pas ramener cet avion à Moscou n'était pas théâtrale ou politique sur le moment. C'étaient des professionnels prenant un jugement de sécurité basé sur ce qu'ils avaient observé. Mais ce jugement a cristallisé des années de tensions croissantes et a fondamentalement altéré la trajectoire des relations de défense sino-russes. La saga du J-11 démontre qu'en aviation militaire, la technologie n'est jamais juste de la technologie. Elle est enveloppée dans des questions de fierté nationale, d'autonomie stratégique, de développement économique et de pouvoir géopolitique. La silhouette élégante du flanker que les ingénieurs soviétiques ont conçu pour dominer les cieux au-dessus de l'Europe est devenue un véhicule pour l'ambition industrielle chinoise et une source de ressentiment russe. Le même avion qui a rapproché la Russie et la Chine comme partenaires les a finalement séparés comme concurrents. Aujourd'hui, les variantes russes du Su-27 et les dérivés chinois du J-11 patrouillent des côtés opposés du Pacifique.
tous deux descendants de cette même brillante conception soviétique des années 80. Leur évolution parallèle nous dit quelque chose d'important sur la façon dont la technologie se répand, comment les nations poursuivent l'avantage stratégique et comment même les partenariats les plus proches peuvent se fracturer quand les intérêts divergent. Les ingénieurs russes qui ont refusé de ramener ce J-11B chez eux n'avaient aucun moyen de savoir qu'il marquait un tournant dans les relations de l'industrie mondiale de la défense. Mais l'histoire a prouvé que leur prudence était à la fois techniquement fondée et stratégiquement significative. L'histoire du J-11 concerne finalement plus qu'un seul avion ou un seul incident. Elle concerne la façon dont les nations naviguent dans les eaux dangereuses entre coopération et compétition, confiance et suspicion, quand la technologie impliquée peut déterminer leur survie. Elle concerne le prix de l'indépendance technologique et le coût de la confiance trahie. Et c'est un rappel que dans le monde de l'aviation militaire, chaque décision porte un poids bien au-delà du moment immédiat.